L'idée aujourd'hui, c'était vous donner avec deux collègues de notre groupe davantage de visibilité de ce qu'un grand groupe peut faire en matière de souveraineté numérique, puisque le sujet, on le sait, il a assez le vent en poupe. On a la conviction que ce soit souveraineté numérique, on va dire autonomie stratégique, dépendance technologique, résilience numérique, que nous sommes à un momentum où les choses peuvent bouger. Et là, je vous regarde tous, nous sommes tous des acteurs en fait du numérique aujourd'hui, et on a dans les mains en fait notre futur. Et donc l'idée dans l'heure qui arrive, c'était de vous présenter côté Caisse des dépôts les initiatives que nous avons commencé à lancer via notamment notre nouvelle feuille de route numérique en matière de souveraineté notamment dans les 5 prochaines années. Je ne le ferai pas seul, mais je vais démarrer par la big picture. Si j'arrive à passer sur le slide d'après, tac. Alors je le fais moi-même à la main. C'est bon. Ok, donc l'idée c'était vous donner un petit peu plus de visibilité sur d'abord ce qu'est la Caisse des dépôts. C'est à la fois un établissement public, je vais y revenir, et aussi un grand groupe. Deuxièmement, vous présenter qu'est-ce qu'on peut faire en matière de résilience numérique aujourd'hui. On peut lancer un programme, c'est ce qu'on a fait, on s'est mis en mode programme à l'échelle de notre groupe de groupe. Troisièmement, on donnera la parole à un collègue de groupe La Poste pour partager son expérience en matière de mesures. On compte énormément sur l'indice de résilience numérique comme un outil de place pour bien mesurer sa dépendance numérique au niveau de nos organisations, des directions générales jusqu'aux entités plus opérationnelles. On donnera également la parole à mon collègue côté Caisse des dépôts pour nous présenter davantage les impacts et enjeux pour les architectes que vous êtes sur les enjeux de maîtrise de la résilience numérique. La Caisse des dépôts, elle n'est pas très connue, alors qu'elle joue un rôle fondamental du financement de l'économie française depuis 210 ans, puisque c'est un établissement de droit public qui est soumis à l'autorité du Parlement et pas de l'exécutif, et qui est aussi, donc qui porte sur la gauche du slide des missions historiques comme la Banque des Territoires, qui finance, qui investit, qui prête aux collectivités locales, aux organismes de logements sociaux, aux professions juridiques, beaucoup de milliards d'euros. Nous avons aussi une gestion d'actifs, puisque nous manipulons sur les marchés financiers beaucoup de milliards. Nous avons aussi beaucoup de forêts. Il y a notre filiale CDC Forestière. Nous avons une direction qui ne dit pas son nom de fusion-acquisition, c'est la gestion des participations stratégiques, qui nous aide à prendre le contrôle en fait, de diverses sociétés de droit privé. Et enfin, la Caisse a une direction des politiques sociales. La Caisse des dépôts gère 20% des retraites en France. Elle gère mon compte formation. Et cette direction, notamment, assure des mandats pour le compte de l'État. L'État français n'est pas actionnaire de la Caisse. La Caisse donne chaque année quelques milliards d'euros, notamment sur les droits des sociétés à l'État. La Caisse n'a pas d'actionnaire. Et la Caisse, c'est pas seulement un établissement de droit public, c'est aussi un groupe de groupes structuré avec des filiales plutôt financières, comme BPI France, CDC Croissance, CNP Assurance, qui est une filiale de la Banque Postale et donc du groupe La Poste, Euronext, Euroclear, la Banque Postale, la Société Forestière, STOA pour des activités à l'international et la SFIL pour des activités de refinancement. Au niveau immobilier, nous avons CDC Habitat, qui est le premier bailleur social en France, CDC Investissement Immobilier, Tonus Territoire et surtout ICAD, que vous connaissez dans le domaine immobilier, qui est aussi un grand groupe. Côté infrastructure, la Compagnie des Alpes, et notamment les stations de ski dans le sud de la France, c'est aussi une filiale de la Caisse. Coriance, CNR, les barrages, Aegis, Natran, Ex-GRTgaz, RTE, Suez et Transdev sont des participations stratégiques de notre groupe. Et enfin, nous avons des filiales spécialisées comme CDC Biodiversité, Emeis, Ex-Orpea, Ice4C sur la transfo écologique, le groupe La Poste et la CET. Le groupe Caisse des dépôts, il a 3 priorités stratégiques qui ont été réaffirmées par notre directeur général, Olivier Sichel, qui vient de la Tech il y a quelques mois. La transformation écologique. Nous considérons qu'il ne faut pas abandonner le sujet de la transformation écologique et que plus que jamais, il faut être soutien et moteur, notamment en matière d'investissement. C'est la raison pour laquelle la Caisse a remonté son investissement de 100 milliards à 130 milliards d'euros sur les prochaines années. Deuxièmement, la préservation des souverainetés, c'est une des missions cœur de métier de la Caisse des dépôts depuis 210 ans. Les souverainetés au sens large, et y compris en matière numérique. La Caisse est un financeur historique de la fibre dans les zones blanches. Et enfin, notre mission, c'est la cohésion sociale et territoriale, qu'on fait notamment avec la Banque des Territoires, les politiques sociales, comme vous l'avez compris.
Le groupe Caisse Dépôt, c'est donc à la fois c'est une alliance unique d'acteurs économiques publics et privés qui s'engagent au cœur des territoires. Donc nous avons une présence territoriale forte via notre Banque des Territoires et via BPI France pour accélérer la transformation écologique et pour contribuer à une vie meilleure pour tous et toutes, donc avec une ambition qui se veut nationale de par notre ADN. Sur ce slide, je vous ai remis quelques engagements concrets que je ne vais pas commenter pour accompagner la transformation du pays. Je vais plutôt insister sur le plan que nous avons annoncé via notre direction générale il y a quelques semaines et qui s'appelle désormais Horizon numérique 2030. C'est un plan très ambitieux qui a une volonté d'avoir un impact national et européen et qui est composé de 6 chantiers orientés à l'externe. Le premier, c'est faire émerger des champions européens du numérique, parce que nous avons d'abord la conviction que c'est à l'échelle européenne que la souveraineté numérique peut trouver on va dire, une solution. Donc notre objectif, c'est d'introduire en bourse 5 à 10 entreprises digitales sur la période, qui soient des futurs chefs de file à l'échelle européenne. Notre deuxième objectif, c'est assembler avec nos partenaires une chaîne de valeur numérique européenne en impulsant la création de communs numériques open source et d'infrastructures et des plateformes européennes indispensables à notre autonomie stratégique. Le troisième chantier que nous avons ouvert, c'est celui de devenir leader des solutions numériques souveraines pour une résilience plus forte. Le groupe ambitionne d'incarner pleinement un rôle d'opérateur de solutions métiers critiques, déployées et exploitées à grande échelle, notamment au cœur des usages des acteurs publics et réguliers. Notre quatrième, c'est accélérer la transition numérique des territoires via la Banque des Territoires pour renforcer l'efficacité de l'action publique locale et équiper les collectivités locales de solutions de confiance. Cinquième chantier, c'est renforcer la compétitivité des entreprises. Ça passe notamment par BPI France, qui est aux manettes par le numérique, en démultipliant l'accompagnement proposé dans ce domaine par BPI France. Et enfin, c'est rendre les Français acteurs de leur quotidien numérique, en facilitant l'accès aux services numériques du quotidien, en accompagnant les Français dans leurs usages et en leur proposant de nouveaux services, car offrir un numérique de confiance à chaque étape de la vie entraînera plus d'inclusion numérique. L'une des convictions qu'on porte à travers ce programme, c'est que quand on parle de numérique et de souveraineté numérique, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc ce qu'on va vous montrer avec la présentation des collègues, c'est que pour sortir et dépasser des querelles intestines de définition du sujet, on se base, nous, sur l'indice de résilience numérique avec 8 axes où on n'a plus de cerveau à se faire, mais ça prend ces 8 axes. Deuxièmement, ce qu'on considère comme fondamental dès qu'on va parler de numérique, c'est que on veut chercher à influer, pas seulement on a tout ça en tête, le cloud qui est le vent en poupe. Il y a aujourd'hui, la prochaine vague de transformation, c'est le quantique, à ne pas oublier. Et entre le cloud, la data, l'IA et le quantique, nous considérons qu'il y a les data space, les espaces de données qui sont des objets fondamentaux qui nous restent encore à pousser au niveau français et européen, visant à intermédier en fait ceux qui devraient l'être. Voilà un peu pour la big picture en matière de feuille de route numérique à l'échelle de notre groupe de groupes. Et donc, dans le cadre de cette feuille de route très stratégique, elle est découpée donc en chantier et en programme. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'était qu'on vous présente en avant-première le contenu de notre programme Résilience numérique groupe de groupe, qu'on appelle aussi Action Groupe, que nous avons structuré pour répondre aux enjeux à la fois internes de mieux transformer notre propre filière numérique et deuxièmement aussi de contribuer à la croissance des acteurs par le soutien à la commande en assumant pleinement une préférence européenne. Donc notre programme, il vise concrètement 3 objectifs. Donc à la question qu'est-ce qu'on peut faire, on peut se mettre en mode programme et nous, on veut d'abord déployer l'indice de résilience numérique au sein de notre groupe de groupe. Nous avons lancé les kick-offs. Toutes les entités, notamment financières, puisque vous l'avez compris, le groupe Caisse des dépôts, c'est un grand groupe financier public. Nous avons plusieurs banques, la Banque des Territoires, la gestion d'actifs, BPI France, la Banque Postale, CNP Assurance, le groupe La Poste. Donc notre priorité, c'est de démarrer on démarre par ce qu'on connaît. Donc pour nous, le cœur du sujet, c'est d'abord mesurer d'où on part, c'est-à-dire mesurer d'où on part en matière de dépendance numérique via l'indice de résilience numérique. Deuxièmement, dans une logique de place, c'est contribuer à l'adoption massive de solutions souveraines portées par les entités du groupe. Et troisièmement, c'est contribuer à l'émergence d'alternatives technologiques européennes et à les développer. Aussi,
nous avons structuré notre programme en 3 projets. Le premier, vous l'avez compris, il porte sur l'indice de résilience numérique, à savoir généraliser la mesure de l'IRN sur un périmètre prioritaire et également développer en interne un centre d'expertise au sein du groupe. Notre ambition à fin 2030, c'est que l'IRN soit vraiment très largement déployé au sein de notre groupe, mais également, si on décodait ce que je vous ai dit jusqu'avant, via la Banque des Territoires et via BPI France, qu'elle le soit aussi au niveau des collectivités locales, comme des PME et des ETI qui sont accompagnés par BPI France. Notre deuxième projet, il vise à adresser le volet des achats, puisqu'on considère qu'on peut faire quelque chose en matière d'achat. Donc pour améliorer les choses, comme pour l'IRN, on ne se fait pas de nos cerveaux d'abord, on mesure le pourcentage de dépendance d'achat vis-à-vis des solutions non européennes actuelles. Et deuxièmement, nous fixerons les modalités, il reste pour nous à les définir, par entité par exemple et surtout par récit prioritaire. Quelles sont les solutions qui doivent être poussées dans le groupe? Notre ambition étant que la part des solutions européennes doit augmenter au sein de notre groupe concrètement à 5 ans. Et enfin, le troisième projet consiste à faire en sorte que notre groupe contribue à la construction d'une stratégie industrielle européenne d'autonomie stratégique et contribuant donc par là même à faire émerger des alternatives crédibles à l'échelle technologique et ce, au niveau européen. Voilà en quelques mots les éléments clés de ce programme Résilience numérique groupe. Alors je vois les questions qui sont posées, je laisserai mes collègues donner concrètement, rentrer dans le cœur un petit peu, notamment du contenu de l'indice de résilience numérique, qui nous paraît vraiment être l'outil de place pour avoir une approche commune d'un DG jusqu'à un opérationnel, toute filière, métier, IT confondus, embarqués ensemble pour mieux connaître et maîtriser ces dépendances technologiques. Sans transition, je vous propose de donner la parole à Fabien Seguin du groupe La Poste sur l'IRN en tant que design partner. Merci beaucoup Nicolas. Ah ben c'est super. Si en plus tu fais défiler les slides, ça m'évite de charger la présentation et de perturber le fil. Quelques éléments de contexte. Alors je vais probablement enfoncer quelques portes ouvertes, mais ça permet de fixer le cadre de cette intervention. Le premier point, c'est vous restituer une étude qui a été commanditée par le CIGREF en 2025, qui est en train d'ailleurs d'être mise à jour, mais qui montre que 80% des dépenses logicielles et cloud part vers des fournisseurs non européens et, pour être très clair, très majoritairement vers des fournisseurs américains, avec d'ailleurs une tendance qui, à l'époque de cette étude, une fois projetée en 2030, montrait plutôt un montant d'ailleurs de 500 milliards, donc vous voyez quasiment doublé sur 4 ou 5 ans. Ça, c'est le premier point et c'est le plus visible, d'autant plus visible que, compte tenu des pratiques commerciales, fortement encouragées d'ailleurs par le gouvernement américain, des éditeurs américains, nous font très très mal. Alors, inutile de brandir le chiffon rouge Broadcom, vous le vivez tous ou vous l'avez tous vécu, mais Oracle, IBM et d'autres sont à peu près dans la même approche, à savoir nous loquer d'une façon ou d'une autre, majoritairement d'ailleurs en nous faisant passer sur des solutions SaaS, et une fois loqué, augmentant très significativement les tarifs, tout ça avec des contrats suffisamment courts pour qu'ils aient l'opportunité très régulièrement de faire changer les conditions. Et puis cerise sur le gâteau, en créant des bundles de plus en plus globaux qui vous obligent à consommer, ou en tout cas à payer pour une somme non négligeable de fonctions, même si vous n'en avez pas besoin. Mais il n'y a pas que ça dans le sujet de la résilience. On a aussi un contexte de cybermenace croissante. Et si vous avez suivi l'actualité au moment de Noël, même si vous aviez probablement autre chose à faire, les postiers, en tout cas les postiers en charge de la cyber, eux, ont un peu oublié la période des fêtes cette année, puisqu'on a dû faire face à une attaque massive. On a pris un DDoS qui fait partie des plus gros DDoS jamais enregistrés au monde, et qui du coup a mobilisé des ressources
assez significative, même si, et fort heureusement, il n'y a pas eu d'intrusion dans le système. Néanmoins, c'était parfaitement ciblé pour tomber à une période où à la fois il y avait les colis de Noël qui étaient en cours de livraison et donc un enjeu très fort sur le suivi des colis. Et puis c'est aussi une période où il y a des flux bancaires très très importants du côté de la banque postale. Donc voilà, une cyberattaque ciblée, mais qui nous a mis en difficulté sur la période de fin 2025. Par ailleurs, il y a des exigences renforcées, hein, à la fois de nos clients et de nos actionnaires sur notre capacité en permanence à délivrer le service et à le délivrer de la manière la plus efficiente possible. Et puis des instabilités géopolitiques, là aussi inutile de les commenter, mais après l'Ukraine, le Moyen-Orient, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur des sujets de supply chain, mais plus uniquement maintenant des sujets de supply chain, puisque comme vous l'avez vu, il y a aussi des data centers qui ont été impactés sur des territoires qui n'avaient pas l'habitude d'être concernés par ce type de conflit. Et donc au final, pour finir sur les éléments de contexte, je reprends une définition qui a été posée par Guillaume Poupard. Alors, celles et ceux qui ne connaissent pas Guillaume, Guillaume est l'ancien patron de l'ANSSI. Il a ensuite passé quelques années au sein du groupe La Poste chez DocaPost et il a très récemment rejoint le groupe Orange pour s'occuper de sujets de résilience numérique. Et il définit la résilience numérique comme la capacité pour une entreprise à conserver durablement, j'insiste sur durablement, trois éléments. Le premier, sa liberté de choix. Ça lui permet de décider avec qui il veut travailler. Sa liberté de décision. Là, on est de manière plus concrète dans les éléments opérationnels. Et puis, sa liberté d'action. Comment Guillaume définit la partie résilience. Voilà pour les éléments de contexte qui nous amènent à réfléchir à la façon dont on va pouvoir à la fois évaluer, mais aussi améliorer notre résilience numérique. Nicolas, tu peux juste passer au slide suivant, s'il te plaît, si tu as la main. Merci. Nicolas l'a dit, on a choisi pour pouvoir mesurer cette résilience et pour pouvoir la maîtriser, de s'appuyer sur l'indice de résilience numérique. Alors, cet indice de résilience numérique, comment il est né? Eh bien, il y a pile un an, puisque les rencontres de Strasbourg 2026 commencent demain soir. Olivier Sichel, qui est donc le patron de du groupe Caisse des dépôts, a évoqué pour la première fois cet indice il y a un an. Ça a été assez rapidement relayé lors de l'Independence Tech Day qui a eu lieu tout début juillet. Hein, vous avez noté le clin d'œil avec le 4 juillet, relayé par la ministre de l'époque, Clara Chapaz, qui était ministre en charge de l'intelligence artificielle et du numérique. La démarche a ensuite été officiellement annoncée quelques jours plus tard aux rencontres d'Aix. Les travaux de conception se sont déroulés sur tout le second semestre et encore au début du premier trimestre de cette année. La nouvelle ministre qui a succédé à Clara Chapaz, Anne Le Hénaff, lors des rencontres de la souveraineté numérique le 26 janvier à Bercy, a officiellement annoncé le déploiement de l'IRN. Et l'ADRI, l'association Digital Resilience Initiative, a été officiellement créée le 17 février 2026. C'est l'association qui porte et administre le standard de l'IRN. Et elle a un nom anglais, parce que certes, elle a été créée en France, mais l'IRN a vocation à devenir un standard non pas uniquement français, mais plus largement européen. Et les démarches sont déjà en cours sur le sujet, avec notamment les Allemands et les Hollandais, les Belges aussi, qui sont pas très loin de rejoindre la démarche et de s'adosser eux aussi à ce standard. On peut passer au slide suivant. Alors, quelles sont les différentes parties prenantes de l'IRN? Pour commencer, les initiateurs. Donc, il y a deux
cabinet et un think tank, Digital New Deal think tank qui avait d'ailleurs été créé par Olivier Sichel, qui désormais est dirigé par Arnaud Ponce, et puis 2 cabinets, Ascent Partner et Probable, qui sont à l'origine des travaux sur l'IRN. En plus de ces initiateurs, on a l'écosystème numérique au sens large qui est fédéré autour de la démarche. Alors on va retrouver le CIGREF, le CSF et la DINUM notamment, qui sont partie prenante de ces travaux, avec un rôle très très actif d'ailleurs du CIGREF sur la validation des éléments du standard. Et puis pour finir, un certain nombre de partenaires qui sont là depuis bientôt 1 an maintenant, autour des initiateurs et avec l'écosystème que je viens de décrire, dans lequel on trouve 3 entités du groupe Caisse des dépôts, l'établissement public, La Poste et DocaPost, mais aussi d'autres groupes, RTE, alors EDF est pas très loin, le Crédit Mutuel, la Maïf. Une grande partie des entreprises du CAC 40 sont en train de rentrer aussi progressivement dans la démarche. Et donc, elles ont, en tout cas pour celles qui sont mentionnées ici, contribué fortement à la construction du référentiel et aux expérimentations qui ont été menées sur 2025. Voilà, donc une fois posés ces éléments de contexte, la façon dont l'IRN est né et les parties prenantes, comment ça fonctionne? C'est assez simple. L'IRN permet d'évaluer la résilience des processus critiques d'une entreprise, critiques ou vitaux, peu importe comment on les appelle. Les processus vitaux relèvent plutôt de la définition DORA. Les processus critiques ont un sens un peu plus large en dehors de cette réglementation qui est spécifique au monde bancaire. Et donc, le principe, c'est d'aller analyser l'ensemble des systèmes critiques qui sont associés à ces processus. On pourrait s'arrêter là, mais si on s'arrêtait là, on aurait sûrement une image assez déformée de la réalité. Et donc, comme le figure le schéma qui est juste à droite, on va pas seulement regarder le système critique, mais l'ensemble de la stack technique qui est associée. Quand je parle de stack technique, peu importe comment on la décrit, mais globalement, ça veut dire qu'on va en dessous de l'application critique aller regarder sur quel type de cloud c'est posé, quels sont les réseaux, quels sont les éléments de sécurité, quels sont les éléments de data et d'IA qu'on va retrouver autour du système, quel est l'OS. On va regarder vraiment tout ce qui va permettre de faire fonctionner le système, jusque d'ailleurs peut-être aux éléments liés au poste de travail. Donc on va regarder l'intégralité de la stack pour pouvoir se dire, si je prends un exemple, 2 exemples caricaturaux, si on prend un système, si on prend un ERP américain posé sur un cloud américain, bon, vous imaginez bien que de toute façon, ça va clignoter très très rouge en termes de résilience. À l'inverse, si vous prenez une solution open source qui tournerait sur une stack technique basée sur un cloud privé, on peut penser que c'est plutôt positif. Bon, par contre, pour les experts que vous êtes certainement dans cette salle, si vous connaissez bien les stacks techniques, en général, quand on a un cloud privé, toute la partie virtualisation et ou la partie orchestration tourne souvent sur des solutions Broadcom. Et donc là, quand on va regarder un peu plus dans la stack, on va se rendre compte qu'on trouve des éléments qui font clignoter un peu plus rouge. L'enjeu de l'IRN, pardon, juste encore une seconde, mais tu peux rester sur celui-là, Nicolas, il n'y a pas de problème. C'est vraiment d'avoir un système d'évaluation qui soit un standard. Alors à la fois parce que ça permet de s'appuyer sur les meilleurs experts pour avoir construit ce standard et être sûr qu'on fait la meilleure évaluation possible du sujet, mais ça va permettre aussi par la suite de pouvoir se benchmarker, de pouvoir se comparer et de pouvoir collaborer pour mettre en place des actions parce qu'on sera parti du même système de mesure. Un peu plus concrètement encore, comment ça marche? Il faut retenir ces 3 métriques principales. L'IRN, c'est 20 critères essentiels. Bon, il y en a une trentaine optionnels, mais en tout cas, le calcul fondamental est basé sur 20 critères. Ces 20 critères sont regroupés dans 8 domaines clés que vous avez sur le slide.
ces domaines clés sont largement inspirés d'un framework qui a été posé par l'Union européenne pour évaluer la souveraineté des solutions cloud. Et pour chacun des critères essentiels au sein de ces 8 domaines, on a une notation, alors pardon, il y a une erreur sur le slide, qui va de 0 à 5. Et donc on a 0 si on n'est pas résilient du tout. On a 1 si on a commencé à travailler sur notre capacité à se rendre plus résilient. On a 3 si on a commencé à se mettre en obligation de moyens pour améliorer sa résilience. Et bien entendu, on a 5 sur 5 si jamais on a mis des engagements de résultats et donc des actions très concrètes qui prouvent qu'on est résilient sur cette partie-là ou sur ce critère. Comment on va déployer l'IRN? Bon, le prérequis pour pouvoir commencer à déployer l'IRN, c'est d'avoir une version finalisée. Aujourd'hui, on travaille sur une version 0.4 des 20 critères. La version définitive sera validée le 7 mai lors d'une réunion qui est programmée au SIGREF, mais qui devrait être très peu différente de la 0.4, ce qui veut dire que pour toutes celles et ceux qui commencent à travailler sur la 0.4, ce sera assez facile de transitionner sur la future 1.0. La phase suivante consiste à identifier les processus critiques et les applications critiques associées. Et pour ce qui nous concerne, on a décidé ensuite de partir sur un pilote qui nous permettra de réaliser l'exercice complet de l'IRN sur 3 applications critiques par DSI. À l'échelle du groupe La Poste, on embarque 7 grosses DSI qui vont du coup réaliser ce pilote, ce qui veut dire qu'on va avoir la capacité de faire le calcul sur 21 applications critiques. On aura ensuite une phase de REX. Cette phase de REX n'aura pas, en tout cas pour finalité, d'aller challenger les critères eux-mêmes. Ça, c'est le travail de l'ADRI, même si ça n'empêche pas qu'on remonte du feedback, mais en tout cas, c'est pas le but du REX. Le but du REX, ça va être, de déterminer si on a mis les bons profils autour de la table pour réaliser l'évaluation de l'IRN. Et deuxièmement, ça va être d'évaluer la charge de travail associée pour évaluer une application critique afin de pouvoir proposer un plan de déploiement qui soit certes ambitieux, mais en tout cas raisonnable en termes de délai pour pouvoir évaluer l'ensemble des applications critiques. Et puis une fois qu'on sera lancé dans la phase de déploiement, comme le prévoit l'IRN, on aura capacité à se faire labelliser. Labelliser, ça veut dire que on fera appel à des entreprises externes, des ESN clairement, qui seront agréées par l'association qui porte le standard et qui viendront poser le tampon en disant La Poste, ou n'importe quelle autre entreprise d'ailleurs, a réalisé le calcul de son IRN conformément au principe du standard de l'IRN. Qui est-ce qu'on embarque dans la démarche? Hop, juste un... Si tu peux remonter, merci. Qui on embarque dans la démarche? Bien entendu, en premier lieu, l'ensemble de l'écosystème numérique. J'en oublie certainement. Et ceci est un slide standard. C'est même pas pour vous faire plaisir que j'ai mis les architectes en premier. On est convaincus qu'ils sont au cœur du sujet. D'où le fait qu'ils soient au tout début dans l'écosystème numérique, mais aussi toutes les équipes INO, les équipes études et dev, les équipes data IA, enfin bref, l'intégralité de l'écosystème numérique. Bien entendu, les équipes cyber, et même d'ailleurs plus largement les équipes sûreté, parce qu'on peut avoir des sujets de risque physique aussi à adresser. Toute la partie risque et conformité, les achats, le juridique, et ce qui chez nous s'appelle l'engagement sociétal, mais qu'on peut aussi traduire plus simplement par RSE. Si on rentre maintenant dans le détail concret de la façon dont on va mener cette phase pilote, donc je vous l'ai dit, la phase d'identification des applications critiques est faite. Nicolas l'a dit rapidement en introduction, on a fait le kick-off pour le groupe La Poste vendredi dernier et la première réunion de la core team s'est déroulée hier, donc le pilote est officiellement lancé depuis hier après-midi. On va consacrer le mois qui vient à faire la cartographie des assets sous-jacents aux applications critiques, donc c'est une autre façon de décrire l'ensemble de la stack technique que j'évoquais juste avant
qui est associé aux applications critiques qu'on a choisies. On prendra ensuite une semaine pour assigner l'évaluation des assets. Pourquoi ça prend autant de temps, même si on a peu de systèmes critiques? Derrière un système critique, il est fort probable qu'on ait au moins une vingtaine d'assets à évaluer. Donc voilà, vous multipliez ça par les 21 systèmes critiques que j'évoquais tout à l'heure, même si c'est pas du 1 pour 1, mais ça veut dire qu'on va vraisemblablement avoir des centaines d'assets à évaluer. Pour certains, ils sont gérés dans une DSI qui gère toute la partie infrastructure pour l'ensemble des autres DSI, donc ils vont être centralisés. Pour d'autres, ils vont rester en évaluation au sein des DSI, donc il y a déjà ce premier split à faire. Et puis ensuite, les 20 questions qui sont posées sont de nature très différente. Elles font appel à des expertises très différentes, et donc il faudra aussi qu'on répartisse les questions pour un asset donné au sein d'une DSI donnée vers les experts qui sont compétents pour y répondre. Donc il y a un petit travail de distribution des copies pour que tout le monde puisse faire les évaluations. Il y aura ensuite la phase d'évaluation des assets et d'homogénéisation, parce que même si la notation de 0 à 5 que j'ai évoquée précédemment est assez normée, il y aura peut-être quand même besoin de s'assurer qu'on l'a appréhendé de façon homogène. Ensuite, il faudra agréger toutes les notations et puis faire aussi la photo globale à l'échelle de chacune des entités et à l'échelle du groupe La Poste. Et enfin, prendre le temps de poser les éléments de Rex que j'évoquais tout à l'heure et de construire et de faire valider le plan de déploiement global. Je reviendrai, je vais laisser bien entendu la parole à Frédéric, je reviendrai sur une question qui a été posée tout à l'heure. J'ai un slide qui vous présente les critères, mais si vous en êtes d'accord, je le prendrai au moment des questions-réponses pour pouvoir vous le partager. Merci beaucoup Fabien. Très heureux de venir vous partager nos initiatives sur ces sujets liés à la résilience numérique avec mes collègues Fabien et Nicolas. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je reviendrai un petit peu plus opérationnellement de notre côté sur les travaux qu'on a pu mener côté Caisse des dépôts, puisqu'on est en train de finaliser notre premier pilote sur le calcul de l'IRN sur une dizaine de fonctions métiers critiques environ. J'y reviendrai juste après. Je trouvais intéressant de commencer peut-être par avoir un propos général sur le sujet de la dépendance, de la résilience numérique, qui prolonge aussi tout ce que Fabien pouvait vous indiquer. Et puis peut-être d'extrapoler un peu cette initiative-là sur l'impact que ça peut avoir au niveau du travail des architectes, hein, puisque c'est évidemment pas du one-shot ce type d'initiative qui peut être menée. En soi, les architectes déjà géraient, je pense, beaucoup de choses qui étaient liées à des éléments qui sont pris en compte dans l'analyse. Mais quelque part, ça va aussi renforcer, étendre un peu leur travail sur d'autres aspects et les mettre dans un dialogue un peu plus récurrent avec un certain nombre d'autres fonctions au sein de l'entreprise ou de la filière SI. Et donc, c'est intéressant de prendre, je pense, du recul aussi par rapport à tout ça. Alors, si on regarde le contexte dans lequel on est actuellement, hein, effectivement, on voit bien qu'on est sujet en ce moment à une évolution des systèmes d'information qui est très très riche, qui est liée aussi à l'impact du fait qu'on puisse acquérir des technologies dans des modalités très très variées, hein, qu'on retrouve à gauche là dans le slide. Des modalités tellement variées que parfois on découvre aussi des technologies qui ont pu être acquises puisque les métiers ont eux-mêmes la capacité à par exemple louer des SaaS, acquérir certaines technologies, mais ne sont pas toujours dans des points de passage liés au process de gouvernance ou d'engagement de projet qu'on peut mettre en place dans les entreprises. Alors bien évidemment tout ça c'est intéressant parce que ça permet d'accélérer dans la réalisation des projets. C'est souvent une attente du métier ou des équipes digitales aussi parfois de pouvoir rapidement mettre en place des choses. Mais on est un petit peu dans un choc des cultures à ce moment-là, puisqu'il y a aussi l'aspect maîtrise des risques qu'il faut pouvoir garantir à ce moment-là. Et l'intégration avec le reste du SI, la bonne urbanisation du SI dans son ensemble, c'est aussi une préoccupation qu'il faut avoir en tête et à laquelle les architectes sont en général très sensibles. Donc voilà, il faut réussir à trouver le meilleur des mondes dans tout ça. Alors, les différents risques, Fabien les a aussi évoqués hein, en creux de sa présentation. De cette rapidité d'acquisition des solutions, c'est la perte de connaissance du SI hein, dans sa construction. C'est le fait que ces différentes dépendances en fait, qui vont se créer, elles vont continuer à s'accroître, souvent de manière assez imprévisible. L'IA ne va pas véritablement
arranger tout ça, en tout cas sur le papier, hein, si on ne met pas forcément en place tous les bons process de gouvernance en fonction des cas d'usage IA qui vont arriver pour voir ce qui va être introduit dans le paysage. Et puis dans l'aspect de la dépendance aux différents fournisseurs qu'on va pouvoir trouver, il y a aussi l'aspect du contexte géopolitique actuel dans lequel on se trouve, et puis la menace du kill switch, hein, qui est en quelque sorte une épée de Damoclès qu'on a tous, alors après qu'on soit dans je dirais, dans une considération que ce soit réellement probable ou non que ce type de choses se produisent, mais enfin, il y a quand même eu quelques cas qui sont survenus jusqu'à présent, notamment, je crois, sur des juges de la Cour pénale, enfin, sur quelque chose d'assez limité dans un premier temps, mais le risque existe quand même. Donc on est confronté à cette complexité en termes de situation. Nicolas, je t'en prie, si c'est toi qui as la zapette. Donc finalement, par rapport à ces enjeux, on avait en général dans nos entreprises un nombre de capacités peut-être un petit peu limité, ou en tout cas assez éparses, pour réussir à avoir cette vision d'ensemble et réellement piloter le niveau de dépendance numérique. Et donc l'indicateur de l'IRN, il est né finalement de ce constat-là, et de la nécessité d'avoir à articuler différents angles de vue pour être capable de piloter le niveau de dépendance. Alors c'est finalement quelque chose qui agrège à la fois des préoccupations sur la souveraineté, et on sait que c'est un sujet qui est compliqué parce que la définition même de la souveraineté est en train de devenir de plus en plus galvaudée avec de gros éditeurs américains ou les GAFAM qui s'en sont emparés et qui finalement nous expliquent que ce qu'ils viennent proposer en termes d'approche est également souverain, alors sans doute du point de vue de leur propre réglementation dans leur pays, mais peut-être pas des nôtres en France ou en Europe. On va avoir un angle de vue un peu différent. Tout ce qui est dépendance, là j'y reviendrai, il y a différentes natures de dépendance, elles ne sont évidemment pas que de nature technologique. Et puis l'aspect résilience au sens continuité d'activité, et évidemment cybersécurité par exemple, qui joue beaucoup dans le sujet. Donc la démarche qui est mise en place avec l'IRN, elle est tout de même très centrée sur l'impact que tout ça peut avoir sur le business, sur le métier, sur les fonctions métiers critiques, hein. Ça part avant tout d'une analyse en quelque sorte top-down, hein, de ce point de vue-là, mais en mettant à profit tout ce que, en tant que filière SI, on a tous pu capitaliser à ce stade en termes de connaissance de notre système d'information. Donc ça, je pense que Fabien en a assez largement parlé juste avant, hein. Donc c'est vraiment de notre point de vue cet indicateur un bien commun en quelque sorte qu'on a souhaité construire, hein, qui a été fait au travers d'une collaboration de 10 design partners présents dans les grands groupes qui étaient présentés au tout début de notre intervention, avec une contribution active également du CESIN et du SIGREF dans cette approche, et puis un comité méthodologique indépendant qui supervise la construction de la méthode autour de l'IRN. C'est quelque chose qui, je pense, est déjà disponible dans une approche assez ouverte. En tout cas, l'idée, c'est que ça puisse être utilisé le plus largement possible et que ça favorise une adoption et une préoccupation sur ce sujet de la résilience. Sur ce point, donc Fabien a également, je pense, présenté les grands fondamentaux. Alors, c'est vrai que il ne faut pas négliger le temps, finalement, suivant la connaissance de laquelle on part, hein, au niveau du système d'information, le temps qui va être nécessaire pour décomposer, en quelque sorte, les métiers, les processus critiques qu'on va chercher à évaluer dans la multitude de systèmes, hein, applicatifs ou couches technologiques sous-jacentes qui les composent. Donc ça, c'est une grosse partie du travail à l'origine, puisque là, dans la méthode, qui continue d'ailleurs, hein, cette méthode à s'affiner un petit peu, toute la suite est quand même globalement plus automatisée. Les angles de vue, en quelque sorte, que la méthode aborde sont très alignés avec le cadre Dora, hein. J'étais en train de me remettre en tête un petit peu ce que demandait Dora et les points finalement d'accostage qu'il peut y avoir avec les sujets qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, dans Dora, on a des problématiques comme la gestion des tiers critiques. Donc là, c'est très en prise avec le sujet de dépendance numérique. On va avoir tout ce qui est lié aux tests de résilience IT dans les exigences qu'on peut associer quelque part au sujet de la maturité technologique qui est un axe de préoccupation, hein, sur l'IRN. Tout ce qui est reporting des incidents, donc là, plus en prise avec des thèmes comme la conformité et la gouvernance, ou alors la gestion des incidents en tant que tels, qui là peut faire écho au sujet de cybersécurité.
Donc DORA, je dirais, est une des réglementations qui est une des plus fortes sources d'inspiration de ce qui se fait dans le calcul autour de l'IRN, mais on va trouver quelques réglementations complémentaires, NIS 2 par exemple, ou ce qui est indiqué dans le GDPR, ou les normes ISO qui alimentent aussi la construction de la démarche. Alors comme le disait Fabien, on va retrouver donc 8 piliers principalement dans cette analyse, on les retrouve dans le schéma à droite. Tout ce qui va être un petit peu plus orienté stratégie géopolitique, avec en toile de fond donc ce sujet des éventuelles ruptures de service ou ruptures de mise à jour de patching ou de mise à jour logicielle qui sont dans les critères observés sur ces aspects-là. Tout ce qui est économique, juridique, alors les dépendances contractuelles qui pourraient exister, la réelle capacité d'influence qu'on peut avoir également sur un fournisseur à s'adapter à des exigences qu'on pourrait avoir. Des thématiques alors plus proches de la continuité d'activité, de la sécurité, du cyber. Je reviendrai après sur quelques exemples un peu plus fins des axes d'analyse ou des démarrages de critères, on va dire, qui se cachent derrière ces 8 piliers. Et puis évidemment tout ce qui est technologique, tout ce qui est lié à la donnée, à l'IA, et la supply chain, autant au sens de la capacité à se fournir auprès des différents éléments d'une chaîne d'approvisionnement sur les technologies qu'on déploie dans le système d'information. Voilà, quelques exemples, c'est écrit un peu petit, mais vous allez retrouver derrière chaque axe les différents sujets qui sont abordés. Pour rentrer peut-être un petit peu plus concrètement dans ces sujets-là, j'étais en train de regarder de notre côté comment on a, par exemple, en termes de critères, instrumenté certains des axes que vous voyez sur la droite, par exemple en termes de résilience économique, juridique, de résilience opérationnelle ou de résilience technologique. Le type de questions qu'on va se poser sur ces angles, ce sont quelques exemples. Il peut y avoir une adaptation propre à chaque entreprise de ces critères-là, mais sur le reste de points, le reste de, on va voir par exemple des choses qui tournent autour de l'exposition aux lois extraterritoriales, la conformité à la réglementation, à celles qui sont citées ici, des sujets de dépendance économique sur les fournisseurs, sur les opérateurs, des sujets de pouvoir de négociation contractuelle également, j'en parlais juste avant. Sur des axes comme la résilience opérationnelle, donc ça c'est le RES 4, on va trouver par exemple des sujets d'autonomie technologique, de disponibilité des compétences, ou bien d'arrêt forcé ou subi du service. Donc là, ça va rejoindre les sujets de kill switch. Donc comment on s'y prend finalement sous l'angle des thèmes qui sont indiqués là, d'infrastructure cloud, de choix autour de l'open source pour adresser ces différentes thématiques. Et puis sous l'angle de la résilience, par exemple, si je prends la résilience technologique, pardon, on va trouver des éléments comme l'interopérabilité des solutions, l'ouverture du code, des licences, la transparence des architectures qu'on va déployer suivant le niveau de packaging de ce qu'on achète à ce moment-là. Voilà, donc derrière finalement chacun de ces petits axes d'analyse associés à l'ensemble des 8 piliers, on va avoir des critères un peu plus détaillés sur lesquels les évaluations vont se faire dans le calcul de l'IRN. Alors, nous, comme on sort en ce moment à peine de la phase dans laquelle on calcule en fait l'IRN sur la dizaine de fonctions métiers critiques sur lesquels on est, on a commencé à tirer un premier retour d'enseignement sur ces éléments. Je voulais simplement prendre quelques minutes peut-être pour vous partager les fonctions sur lesquelles on a déployé cette démarche. Voilà, je m'étais pris quelques notes. Donc nous, chez nous, on l'a fait sur une dizaine de fonctions. Alors la première d'entre elles, assez importante pour nous, puisque c'est simplement le fait d'exercer les activités liées à la sécurité du système d'information. Et donc ça concerne une évaluation qui est faite en regardant aussi toutes les briques applicatives, technologiques qui sont associées à cet exercice. Et on sait qu'il y a une présence en général sur ces briques-là, pas anecdotique, de technologies qui ne sont pas nécessairement françaises ou européennes en général. Et puis on a un certain nombre d'autres fonctions métiers critiques propres à nos activités à la caisse. Donc par exemple, réceptionner et émettre des flux financiers interbancaires, gérer l'épargne réglementée, qui est un sujet pris en charge par la caisse, produire, consolider des comptes, assurer des activités liées à la lutte anti-blanchiment,
ou bien par exemple payer des prestations, des versements liés à la sphère sociale. Donc chez nous, c'est nos activités gérées du point de vue des politiques sociales. Donc voilà, on a fait un pilote qui est assez large, qui s'est déroulé dans un laps de temps globalement assez raisonnable. Je pense qu'on a réussi à faire ça en 3-4 mois à peu près, mais tout de même en partant d'assets qu'on avait capitalisés dans nos référentiels, que ce soit notre référentiel de patrimoine applicatif, les CMDB ou bien les différents registres qu'on avait déjà en place, qui étaient tout de même plutôt bien alimentés, je trouve, par rapport à ce que j'ai vu moi dans ma vie d'architecte d'entreprise. Et donc de ce point de vue-là, c'est vrai que ce temps, je dirais, de construction ou de mise à disposition de ces éléments va quand même fortement varier en fonction de là d'où vous partez comme capital déjà cartographié. Donc les axes d'analyse qu'on a pu regarder, vous les avez juste en bas. On a fait une analyse qui, d'un côté, évalue les choses sous un angle des socles métiers, entre guillemets, avec leurs propres dépendances, et ensuite sous les angles plutôt techniques, pour vraiment séparer également les deux visions et avoir une vision simplement sur la partie sous-jacente et une vision sur la couche haute, mais qui intègre les parties sous-jacentes également. Je vais aller un peu plus vite, Nicolas, sur la suite. Donc, tu peux afficher l'ensemble du slide. Critères de succès de la démarche. Donc, vraiment une équipe pluridisciplinaire. Je pense que Fabien l'a évoqué tout à l'heure. On l'a bien vu, les typologies de public qui étaient indiquées dans les slides. On a retrouvé les mêmes à la caisse des dépôts. C'est vraiment indispensable d'avoir je dirais, une double compétence sur la stratégie ou la bonne connaissance des technologies. Souvent, c'est porté par les CTO Office, cette partie-là. Si comme à la caisse, pour vous, l'organisation n'est peut-être pas tout à fait la même entre cette composante et les architectes en eux-mêmes. Évidemment, c'est peut-être facilité si tout ça appartient à une même organisation chez vous. Et puis un certain nombre d'autres services qui sont à mettre à contribution, les achats, le juridique, la conformité par exemple également. Un autre aspect, mais Fabien en parlait sous l'angle des appuis externes qui vont progressivement se structurer et vont permettre des certifications sur ce sujet, c'est que c'est important d'avoir un appui méthodologique indépendamment de ce qu'on va pouvoir par soi-même collecter en fait comme information initiale, vraiment comme un accélérateur du calcul en lui-même de l'URN. Donc ça c'est assez essentiel quand même dans une démarche qui est nouvelle sur le marché. Et bien sûr en toile de fond de tout ça, parce que ça ce n'est que pour calculer un indicateur, mais l'objectif c'est bien derrière d'en déduire un plan d'action. C'est de faire en sorte que les architectes et le CTO Office qui vont participer à cette étape, se préparent à avoir la capacité de rejouer par la suite l'exercice de manière régulière et de vérifier que le plan d'action qui en aura été déduit porte réellement ses fruits. Et donc il faut déjà penser la logique d'instrumentation pour pouvoir rejouer tout de même régulièrement le calcul. De manière assez rapide, moi j'ai trouvé que ça soulevait un certain nombre d'enjeux de participer à ce type de démarche et en remettant en perspective les activités traditionnelles des architectes. C'est un certain nombre de sujets qui impliquent quelque part les architectes dans leur quotidien. Tout ce qui peut être finalement lié à des notions de dépendance, qu'elles soient techniques, économiques, organisationnelles, juridiques. D'une manière ou d'une autre, les architectes sont impliqués dans cet exercice. Si tu peux dérouler l'entièreté du slide, Nicolas, je pense qu'il reste quelques phrases en bas. Ah non, il y a des choses qui ont été enlevées, je pense. Alors, mon point était de se dire que finalement, ces dépendances-là, en général, elles ne sont pas le fruit du hasard. C'est-à-dire que bien souvent, quand elles arrivent, elles peuvent être en partie liées à des choix qu'on a pu faire dans une filière SI au niveau des jobs d'architecte ou de CTO, mais elles sont également liées à des conséquences qui sont prises parfois par les équipes métiers qui viennent de temps en temps avec des attentes de solutions plus que des besoins en tant que tels. Et donc, si on regarde la manière dont le SI se construit et le niveau de dépendance d'où on part à l'origine, c'est un petit peu quand même l'héritage d'une posture ou peut-être parfois d'un courage limité ou d'un manque d'écoute du métier. C'est sans doute un petit peu à mi-chemin entre les deux. C'est aussi l'héritage de ces moments-là, de ce qui s'est passé pendant des cycles d'engagement. Et donc ça amène tout de même l'idée que par la suite, si on veut améliorer ces différentes choses, il y a sans doute des aspects à modifier dans tout ça sur nos cycles d'engagement de projet. Alors nous, on est parti sur l'idée d'avoir 7 principes environ qui sont intéressants à regarder et à avoir en tête pour les architectes pour maîtriser tout ça sans
présumés d'une chronologie particulière. Je ne vais pas tous vous les présenter en détail, on arrive vers la fin de cette présentation. Mais voilà, il y a tous ces éléments qui nous paraissent assez importants à ancrer dans l'action des architectes. Et enfin, pour conclure, en essayant à nouveau de prendre du recul, j'avais envie de me dire qu'à la Caisse, pour prolonger notre action sur ce sujet, qui a été vraiment la première étape, c'est important que les architectes intègrent dans leur lettre de mission au quotidien une préoccupation autour de ces enjeux. Et donc on a envie de leur demander quelque part de soutenir une profession de foi sur ce sujet, alors que je ne vais pas vous relire également, mais finalement qui est d'être un promoteur finalement d'une préoccupation sur la manière de préserver quelque part cette résilience, cette autonomie stratégique face aux dépendances technologiques. Ils sont tout de même souvent au centre de beaucoup de choses qui se décident sur ce sujet, avec un travail qui est à faire avec les équipes du CTO, qui bien souvent mettent en œuvre les doctrines sur les standards, bien souvent autour du cloud et sur les usages autorisés du cloud, désormais énormément aussi sur l'IA, et puis l'usage de l'open source et à ne pas négliger également dans tout ça. Et surtout d'être aussi des personnes qui vont contribuer à bien sensibiliser aussi bien des équipes au sein de la filière SI, hors architecte, que les métiers, pour finalement faire de la souveraineté et de cette préoccupation un enjeu véritablement collectif. Et ça, même si c'est décidé à l'échelle d'une entreprise en termes de stratégie, des métiers, dans leur quotidien, en fait, ne s'en souviennent pas toujours. Moi, je trouve, c'est ce qu'on constate. Et donc, il faut batailler, il faut revenir assez régulièrement à la charge. Et pour moi, c'est ça qui va changer dans le job des architectes actuellement, c'est d'être plus pédagogue et communicant sur ces sujets pour essayer d'en faire une vraie préoccupation. Voilà, j'espère qu'il va nous rester un peu de temps pour des questions éventuellement. Pour cette présentation un peu exhaustive de ce qui se passe au niveau du groupe Caisse des dépôts et de résilience numérique, c'est vraiment, je trouve, riche d'enseignements pour tout le monde. Effectivement, on a peut-être une ou deux questions, possiblement, qu'on peut poser maintenant, sachant qu'il y en aura d'autres qui, je pense, pourront être abordées lors de la table ronde finale. Alors, on en voit une de Corinne, et je me fais son écho, que vous voyez dans la conversation. En fait, elle évoque le fait qu'il y a des questions de connaissances, la souveraineté des connaissances, entre l'aspect humain IA, donc c'est vrai que l'IA est dans la préoccupation de tout le monde aujourd'hui. Est-ce que c'est pris en compte dans l'IRN aujourd'hui, si je prolonge la question de Corinne, cette dimension IA, et dans quelle mesure les données qu'on évoquait là, qui étaient nécessaires pour calculer l'IRN, peut-être qu'il y a des éléments d'IA qui peuvent faciliter la collecte ou la constitution de cet indicateur. Est-ce que vous avez déjà des premiers, je sais pas, expérimentations dans ce sens ou des choses ou pas? Alors, je vais répondre côté caisse et laisser... Ouais. Oui, quelqu'un répondait. Nicolas, tu répondais peut-être? Non, si tu souhaites. Entendu. Vas-y. Il y a un peu d'écho dans la salle, je pense, c'est pour ça. Alors, je vais tenter de répondre en espérant que l'écho s'atténue, c'est bon. Côté caisse à minima, alors, on est nous-mêmes dans une démarche où on cherche à évaluer, grâce à l'IA, enfin de mettre à contribution, grâce à l'IA, un bon jugement de la qualité de notre capital d'information, que ce soit les données structurées ou les données non structurées. Et donc le fait de vérifier que l'IA sur ça va réellement nous apporter quelque chose d'efficace et de productif, c'est déjà une étape en soi à très court terme avant de se dire qu'on puisse utiliser ça dans les calculs de l'IRN. Donc possiblement à l'avenir, pour répondre à la question, mais pas forcément sur le très très court terme. Je pense que là, on essaie avant tout déjà de bien maîtriser la méthode en tant que telle, une bonne compréhension des calculs. Ce sera peut-être une deuxième étape après de voir si l'IA peut nous permettre d'automatiser tout ça un cran plus loin. Et est-ce que la question du coup de l'IA comme risque potentiel en regard de la connaissance qu'évoque Corinne ici, c'est quelque chose qui effectivement, je pense, était présent quand on lisait l'indice tout à l'heure. On confirme que c'est bien une dimension qui est importante à regarder et à considérer quand on lance une démarche de résilience. La question était pour moi, Guillaume? Qui veut? Fabien?
Ouais, je sais pas, je peux commencer, et puis Frédéric complétera. Comme on l'a dit, on va regarder l'ensemble des éléments de la stack. Donc, si jamais il y a de l'IA associée à l'utilisation d'un système critique, on va aller évaluer la résilience de cette partie de la stack liée à de l'IA. Et on évaluera de la même manière que l'ensemble des éléments de la stack le côté résilient ou pas de l'IA qu'on utilise. Donc plus on sera en maîtrise à la fois de la compréhension dont le LLM ou l'agent ont été construits, mieux ce sera noté. Plus on sera en maîtrise aussi de ses usages en interne, mieux on sera noté en termes de résilience. Et plus on maîtrisera ce qui a été généré par l'IA au sens de où ce sera stocké, comment ce sera utilisé, et plus on sera résilient. Donc la réponse est concrètement oui, on va analyser les solutions d'IA associées au système critique de la même manière que les autres éléments de la stack, et avec ce prisme qui est est-ce que on reste maître de ce qui est fait sur et avec cette IA. Mais pour compléter peut-être ce que disait Fabien, enfin, nous c'est vrai qu'on a déjà un degré d'attention particulier à se dire sur quoi peut-on déployer avec une bonne explicabilité et performance l'IA sur des systèmes critiques, déjà à la base. Donc, en phase avec Fabien et puis avec la préoccupation naturelle qu'on a de toute façon de se dire faut-il mettre de l'IA dans des sujets critiques, forcément, il y a du pour et du contre. Merci beaucoup. Une dernière question peut-être de Gilles, et puis après, je pense qu'on laissera vraiment aux intervenants suivants. Mais sur l'aspect critères interprétables et la question derrière la méthode de définition détaillée qui permettent justement de juger vis-à-vis de ces critères de façon relativement homogène. Votre retour d'expérience sur ce registre-là, il est lequel? C'est plutôt assez autoportant la méthode et facile à positionner. Alors nous côté caisse, en fait, je dirais que dans la phase dans laquelle on a été en sortant là, du pilote, un certain nombre de questions liées à la méthode se sont fabriquées en même temps qu'on avançait, entre guillemets. La méthode était vraiment en train d'émerger. Donc moi j'ai trouvé que quelque part dans un dialogue avec l'accompagnant qu'on avait aussi à ce moment-là, quelque part ça a été intéressant parce que la prise de recul qu'on prenait pour se demander comment remplir tel ou tel indicateur présumait, anticipait déjà ce qui allait se passer par la suite en termes de plan d'action à mener. Donc forcément, c'est assez vertueux déjà en faisant ça. Je pense qu'à date, si des personnes se lancent avec la méthode dans son état actuel, au moment où on parle sur le sujet, forcément vont déjà être sur une méthode un peu plus aboutie de ce point de vue-là. Et là, c'est plus guidant de ce point de vue-là encore. Et peut-être juste pour compléter en un mot ce que dit Frédéric, associé à la grille et aux critères, il y a un référentiel qui indique pour chacun des critères des éléments qui permettent de savoir pourquoi et comment on doit noter 1, 3 ou 5 le critère à l'aune de la résilience. Donc effectivement, tout ce qui a été fait dans le cadre des pilotes a permis aussi de nourrir ce référentiel et fait que maintenant on est dans une méthode beaucoup plus accompagné, même s'il reste encore des questions et c'est pas encore complètement trivial, mais en tout cas, ça a énormément progressé depuis les versions de l'été 2025. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Fabien, Frédéric, parce que je crois que vous devez nous quitter. On aura la chance d'avoir Nicolas à la fin pour la table ronde pour, je pense, aborder d'autres natures de questions par rapport au groupe Caisse des dépôts. Je propose qu'on passe à l'intervention suivante. Merci à vous. Et puis on te retrouve. Merci. Nicolas. Bien sûr. Allez, bonne journée. Merci Fabien. Merci à vous. Merci à vous.